Allez, on est parti pour aujourd'hui faire un petit peu de méthodo, niveau terminal. On va partir de la première, hein. C'est pas plus mal de commencer à travailler la méthodo, type bac, hein. L'idée, c'est qu'on va travailler sur cette EC3 là que tu as sous les yeux, dont le sujet, à l'aide de vos connaissances et de ces documentaires, vous montrerez que la chaîne de valeur, c'est internationalisé. Alors pourquoi j'essaie de faire cette vidéo? Parce que, bah, c'est, un sujet qui a l'air de poser problème généralement, et ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on se prenne 30 minutes, grand maximum, pour essayer de faire l'étude des documents et voir comment on peut lier les documents entre eux et avec nos connaissances. On voit déjà, si on fait l'analyse du sujet, qu'on a la chaîne de valeur qui apparaît dans le sujet, on a l'idée d'internationalisation aussi de cette chaîne de valeur. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est commencer à définir ce que c'est la chaîne de valeur et cette internationalisation de la chaîne de valeur. On sait du coup qu'on va se centrer sur les firmes transnationales, FTN ou firme multinationale FMN, peu importe, c'est la même chose. Et on va se dire, OK, ces firmes aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont comme objectif? Un des principaux est de diminuer ses coûts de production. Comment elle peut diminuer ses coûts de production? Eh bien, en fragmentant sa chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'elle va diviser la conception du produit, la fabrication du produit, l'extraction de matières premières, la vente de produits et tous les services qu'on peut imaginer autour pour vendre le produit. Ça peut être du marketing, de la publicité, etc. Et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on a un commerce qui s'internationalise et des entreprises qui vont produire dans des pays peut-être à l'autre bout du monde, mais dans l'objectif toujours de diminuer leur coût de production et de faire des économies d'échelle. Une fois que ça c'est défini, ce qu'on fait, c'est qu'on passe directement au document 1. Moi, ce que je te conseille, c'est déjà essayer de prendre du recul par rapport au document et de ne pas être précis. D'accord? On essaie de faire une première lecture assez globale. On voit une courbe. OK, la courbe, elle est croissante? Elle est décroissante? Est-ce qu'elle est beaucoup ou pas? Bon, 1970-2015, ça c'est notre espace temporel. Entre 70 et 2015, on a une part des chaînes de valeur mondiale qui passe environ de 37% à, on monte jusqu'à 53 environ en 2000, allez, on va dire en 2007, 2008, juste avant la crise financière, ce qui peut expliquer d'ailleurs la petite diminution qui arrive par la suite. Et on essaie de se dire, OK, comment je peux mettre en valeur cette forte augmentation? On est en pourcentage. Donc, la mauvaise lecture il ne faut surtout pas faire, c'est dire qu'on passe de 37 à 53 et donc que ça a augmenté de tant de pourcents. Ce qui est faux. D'accord? Il n'y a pas de calculatrice au bac. Donc, n'ayant pas de calculatrice, on ne te demandera pas d'être le plus précis possible. On peut arrondir les choses. On peut se dire, OK, on passe presque de 35 à 55. C'est très grossier, je suis bien d'accord. Mais l'idée, pour montrer qu'il y a une forte augmentation, c'est de dire, il y a eu environ tant de points de pourcentage d'augmentation, d'accord? Si on compare des pourcentages, l'unité sera en points de pourcentage. Parce que imaginons qu'on ait un prix à 10 euros, qu'on y applique 20% d'augmentation à ce prix-là. Euh, Appliquer 20 points de pourcentage ou 20%, c'est pas du tout la même chose. Et donc, si on se dit qu'on passe de 35 à 55 et qu'il y a une augmentation de 20 points, si j'ai un prix qui vaut 35 euros, que je fais plus 20%, c'est pas du tout la même chose que faire plus 20 points. D'accord? Mais ça, c'est pas quelque chose qui est pertinent. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer de faire une autre lecture qui est peut-être moins précise, mais qui est plus parlante, qui est plus pertinente. L'idée, c'est pas d'être précis, comme je disais, mais d'être pertinent pour arriver à mettre en valeur une idée importante. Donc, ici, on a presque une part des chaînes de valeur mondiales grossièrement qui a été multipliée par deux, environ. OK? Ou qui a été presque multipliée par deux. OK? Et ça, c'est la lecture pertinente qui nous permet de mettre en valeur cette forte augmentation. Il faut se dire que quand tu vas rédiger ton EC3, que le correcteur n'aurait techniquement pas à aller voir le sujet. D'accord? Et il faut que, en pouvant lire ton document, qu'il se rende compte tout de suite des évolutions graphiques, par exemple. D'accord? OK. Maintenant, on peut venir voir la lecture. Comment on va lire ça techniquement? En 2015, alors dans la lecture, ils n'ont pas mis la source, alors ce serait pas mal de donner la source, hein. Selon la Banque mondiale, en 2005, environ 48% de la valeur des prêts exportés dans le monde provient de produits importés. On peut faire encore mieux pour le coup sur cette lecture-là. On pourrait dire, par exemple, pour mettre en valeur vraiment les différences et les évolutions, c'est que sur un prix de 100 euros, par exemple, 48 euros euh, euh, concerne une valeur
de produits exportés provenant d'un produit importé. Alors, ça fait peut-être un petit peu lourd, mais on peut essayer encore en plus de la formuler, pardon. On peut dire que sur ce prix à 100 euros, 48 euros est de la valeur qui a été créée à l'étranger, puis exportée par la suite. D'accord? Ce qui met bien en avant l'idée de fragmentation de la chaîne de valeur et qu'une entreprise va aller créer une partie de ce bien qu'elle vend à l'étranger. Ça filme toujours là? Ouais, il reste 5 minutes. 5 plus 25, 36, ok. Ok, donc ça c'était une première lecture. L'idée c'est de voir maintenant si elle augmente de façon constante ou si à quelques moments il y a des baisses. Ok, on voit que bon jusqu'à 2007 à peu près, ça augmente de façon à peu près constante, j'allais dire, même s'il y a une petite diminution vers les années 85-90. Si tu n'as pas d'hypothèse à donner sur cette diminution de la part de chaîne valeur, oublie-le. D'accord? Il vaut mieux passer outre si tu n'as pas d'explication pour cette période-là. Par contre, on peut avoir une explication pour l'année 2008-2009. Hein. On a le krach boursier, le krach des subprimes aux États-Unis. Donc, on peut très bien admettre comme hypothèse, c'est-à-dire qu'on l'écrit hein, comme ça directement dans la copie, c'est quelque chose qui est très valorisé au bac. Eh bien, je peux admettre l'hypothèse que, ou on admet l'hypothèse que, on va peut-être privilégier d'ailleurs le nous plutôt que le je. Nous pouvons admettre l'hypothèse que la part de la chaîne de valeur a diminué de, allez, on passe de 53 à 50 environ. Là, on peut parler de points de pourcentage, c'est une faible diminution, hein, de 3 points de pourcentage en 2008-2009, ce qui peut s'expliquer par la crise financière aux États-Unis qui a amené des pays développés ou émergents en tout cas, qui ont un fort impact sur les échanges internationaux, à produire plutôt localement ou peut-être en tout cas à mettre des mesures protectionnistes en place. Voilà, ça c'est pour le document 1, j'essaie d'aller vite, l'idée serait de faire en 30 minutes. Ensuite, le document 2, on nous dit l'augmentation de la chaîne de valeur mondiale est le résultat de décisions prises par des entreprises. Alors, l'idée de décision prise par des entreprises, c'est hyper important. Ça peut être une citation qui peut être utilisée dans ta copie pour dire, ben voilà, si aujourd'hui on a une chaîne de valeur fragmentée, c'est parce qu'il y a des décisions qui sont prises par les entreprises. Maintenant, dans quel objectif? Je continue. Donc, beaucoup sont des multinationales. Alors, il manque le point peut-être là. Le commerce international intra-entreprise est très lié aux chaînes de valeur. La croissance et les gains de productivité découlent d'un meilleur accès à une plus grande variété d'intrants intermédiaires, de meilleure qualité ou moins coûteux pour les entreprises domestiques, exportatrices ou non. Ici, on a l'idée de gain de productivité. Donc, on va pouvoir peut-être noter cette citation ligne 3, on n'oublie pas de donner la ligne, pour dire que si aujourd'hui on a une fragmentation de la chaîne de valeur, c'est dans le but de faire des gains de productivité. Et ces gains de productivité, ils sont permis par quoi? Eh bien, on nous le dit, par un meilleur accès à une plus grande variété, d'accord? Ce qui nous permet peut-être de faire le lien quand on parle de plus grande variété, mais de faire le lien avec le commerce intra-branche. Là, on ne nous dit pas directement un commerce intra-branche, mais intra-entreprise. D'accord? Donc, les entreprises, au-delà de vouloir faire des gains de productivité, l'idée pour elles, c'est d'être compétitives. Et pour être compétitive, il faut qu'elles se différencient. Et le commerce intra-branche, c'est quoi? C'est de la différenciation des produits par la qualité ou par la variété. D'accord? Donc ça, ce sera un premier point. Je te laisse le noter au fur et à mesure. Ce serait pas mal que tu sois actif vraiment pendant que tu regardes cette vidéo. On nous parle ensuite du Vietnam, qui est particulièrement emblématique de cette stratégie, je pense qu'il manque le i, de développement accéléré par l'insertion des chaînes de valeur mondiale. Grâce à une politique d'ouverture commerciale, ben voilà, on a tout simplement ici le libre-échange qui nous est supposé, hein, qui est sous-entendu. Négociation d'accords de libre-échange donc, et d'accueil d'investissements directs étrangers. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que pour rentrer sur le commerce international et pour être compétitif, le Vietnam a décidé de rentrer dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi de permettre des investissements directs à l'étranger. Pourquoi il y a des IDE maintenant? Eh bien, on nous dit parce que des entreprises sont attirées par une main-d'œuvre abondante et bon marché. Et ça, je te laisse refaire le lien avec les dotations factorielles que tu avais vues au début de ce chapitre-là, où on avait dit que des entreprises sont amenées à se spécialiser selon ces dotations factorielles.
Imaginez bien que si tu as par exemple, là au Vietnam, on nous dit, ben voilà, les télécommunications, ce pays dispose aujourd'hui d'un avantage comparatif, voilà, petite notion en plus là, dans les télécommunications. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre est abondante et bon marché. Quand on parle de dotation factorielle, donc, on parle de facteur travail, on parle de facteur capital. Ici, main-d'œuvre, c'est le facteur travail. Et l'idée, c'est que si on a beaucoup de travail dans un pays, la main-d'œuvre va revenir moins chère. Pourquoi? Imaginons que au Vietnam, on ait un certain nombre d'annonces d'emploi, 1000 emplois, pour 10 000 personnes en recherche d'emploi. C'est mécanique, hein, tu l'as vu l'année dernière, à partir du marché, comment varie l'offre et la demande, on sait qu'elle varie mécaniquement. S'il y a plus d'offres de travail plutôt que de demandes, qu'est-ce que vont faire le prix des salaires, entre guillemets? Eh bien, il va diminuer mécaniquement. J'insiste bien sur le fait que du coup, c'est qui offre le travail? C'est les futurs salariés, c'est ceux qui postulent. Hein. Ok, donc là, dans les télécommunications, le Vietnam profite d'un avantage comparatif. Notion à noter aussi. Où on nous dit que le géant Samsung a transféré une grande partie de ses activités d'assemblage de smartphones. Là, on a l'idée d'assemblage qui est donc une étape de la fabrication des smartphones de Samsung. On a l'idée aussi, que je ne la perde pas, tac, 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 l'idée de transférer une grande partie. Tu avais vu aussi sur le commerce international que les entreprises mettent en place des stratégies pour être plus compétitives. Et normalement, tu avais vu l'externalisation et je vais arriver, l'internalisation, pas l'internationalisation, l'internalisation des coûts de production. L'idée, c'est que si on externalise des coûts de production, c'est par exemple, moi je suis Samsung, il y a l'assemblage par exemple de smartphones qui me coûterait trop cher dans mon pays. Donc ce que je vais faire, c'est que pour essayer de réduire mes coûts de production, je vais passer par un sous-traitant, par une filiale située au Vietnam, où je vais avoir une main-d'œuvre moins chère et qui va m'assembler mon téléphone et qui va me les réimporter ensuite. Du coup, là, les coûts de production, techniquement, c'est la main-d'œuvre. Le salaire, dans ces cas-là, c'est pas moi qui le paye parce que je passe par un sous-traitant, par une autre entreprise. Donc, j'externalise mes coûts de production. C'est-à-dire, je me défais d'un certain nombre de coûts de production pour que moi, ça me coûte moins cher et je puisse proposer ensuite des prix moins chers. Après, dans l'autre sens, on va voir si on nous en parle après, mais on a aussi l'idée d'internalisation. Là, ce serait par exemple la situation où je décide d'acheter cette entreprise-là. Donc, du coup, les coûts qui sont plus importants pour moi, d'accord? Mais c'est toujours dans un objectif, par la suite, sur du moyen long terme, de pouvoir diminuer les coûts de production et de faire des économies d'échelle. Ou en tout cas, le fait d'acheter en concurrence, ça permet de gagner des parts de marché. Et gagner des parts de marché, ça veut dire quoi? Plus de demandes pour moi, et donc plus de bénéfices, et donc plus de production, et donc plus de ventes, et c'est un cercle vertueux pour l'entreprise. Ensuite, je continue, les choix de localisation. Voilà, on repart sur les délocalisations dont je parlais par exemple à l'instant. Les différents segments de la chaîne de valeur par les entreprises reposent en effet sur une logique de division du travail, la division internationale du travail, hein, vous l'avez vu normalement, la DIT, que je marque ici, la division internationale du travail, et d'exploitation de différences d'avantages comparatifs entre pays ou régions. Mais ces avantages comparatifs ne se limitent pas à des gains dans l'utilisation ou la disponibilité de facteurs de production. On en parlait tout à l'heure des facteurs de production. D'œuvre, travail qualifié, capacité technologique, etc. Donc on en revient sur les dotations factorielles. Les entreprises optimisent, vraiment l'idée d'optimiser hein, pour réduire les coûts de production, leur répartition géographique en fonction des bénéfices attendus. La qualité des infrastructures, la fiscalité, super important la fiscalité. Hein. Si je veux délocaliser une partie de ma production à l'étranger, je ne vais pas forcément le faire dans n'importe quel pays. Je vais peut-être le faire dans un pays où je sais que je vais payer moins de taxes. Parce que si c'est pour aller délocaliser dans un pays où la main-d'œuvre est moins chère, mais où je paye 2 fois plus de taxes, pour moi, entrepreneur, c'est pas important, c'est pas intéressant. Donc je vais pas le faire. Donc fiscalité des entreprises ou l'accès à des marchés en croissance, tout à fait. Hein. Donc dans des pays émergents par exemple, où on a un marché très dynamique avec beaucoup de consommateurs qui consomment et donc du coup qui va me rapporter, mon entreprise.
tac, 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 qui sont l'accès à des marchés en croissance, donc des facteurs qui entrent en compte dans les choix d'implantation. La stabilité politique aussi est importante et joue un rôle important dans la définition de l'attractivité d'un lieu de production, car l'incertitude réduit les bénéfices attendus. Tout simplement, c'est l'idée que je ne vais pas aller m'installer ou délocaliser une partie de ma production dans un pays instable politiquement, où tous les 2 ans, il y a un changement de gouvernement, où il y a une guerre civile, etc. Ce ne serait pas intéressant pour l'entreprise. Donc du coup, il va y avoir un choix aussi euh, dans le pays, mais dans une dimension plus politique qu'économique. Ok, tout ça, ça rentre en compte. Je continue avec le document 3. Mince, il n'est pas là. Tac, il est juste là. Allez, prenez des cabosses de cacao de Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria, des noisettes de Turquie et du Piémont, broyez le tout, mélangez-le à l'huile de palme de Malaisie ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ajoutez-y du sucre français, du lait de Belgique et de France, un peu de lécithine de soja, quelques arômes et vous obtiendrez la pâte à tartiner Nutella, dont un tiers de la production est assuré par l'usine de Villiers-Escales en Normandie. Bon, ben là, on a un exemple typique de la fragmentation de la chaîne de valeur. Là, pour ce qui est de la citation, c'est un petit peu plus compliqué, on ne va pas tout prendre. Euh, Par contre, ce qu'on peut faire à la limite dans la copie, c'est que ce que je viens de lire, c'est entre la ligne 1 et 4. Ici, j'ai la 1, ici, j'ai la 4. On peut très bien dire dans la copie que d'après le document 3, dans les lignes 1 à 4, et sous-entendu l'idée de fragmentation de chaîne de valeur, puisque le cacao qui permet de fabriquer le Nutella provient de Côte d'Ivoire, que l'huile de palme provient de tel endroit, que ça vient de tel endroit, etc. L'idée, c'est pas de prendre toute la citation, toutes les 4 lignes et le mettre entre crochets. Dans ces cas-là, si c'est une longue citation et que tu veux quand même la mettre, ce que je te propose, c'est de mettre le début de la phrase, prenez des cabosses, tu mets un petit crochet, 3 points de suspension, tu refermes le crochet et tu finis par pâte à tartiner Nutella, dont un tiers de la lécithine, ou alors on peut aller jusqu'à la Normandie aussi en prenant les 5 premières lignes. Prenez un fuselage provenant en partie d'Italie, du Japon et des États-Unis. Collez-y des ailes fabriquées au Japon, en Corée et en Australie, des roues et des moteurs de Grande-Bretagne, posez des portes d'entrée voyageurs françaises et des portes de soute à bagages suédoises. Vous vous approcherez du Boeing 787 Dreamliner. Au total, Boeing a recours à plus de 28 000 fournisseurs. Là, on a vraiment l'idée de sous-traitance. Alors, si je pense à ça, va pas le faire. Et donc, d'externalisation, encore une fois, des coûts de production. Employant plus de 1,2 million de personnes. Maintenant, prenez un écran tactile en provenance du Japon, tout comme la mémoire flash, les transistors et la batterie. Ajoutez-y une mémoire DRAM coréenne, des bandes de base et des émetteurs receveurs allemands, un logiciel conçu en Grande-Bretagne. Assemblez le tout en Chine et vous aurez un iPhone. Grosse fragmentation encore une fois. La globalisation et l'essor des pays émergents font que le processus de fabrication d'un produit mobilise bien souvent une chaîne de valeur mondiale. Par contre, la dernière phrase, là, pour le coup, elle peut faire l'objet d'une citation parce qu'elle permet de tout résumer au final. Okay, bon, là, on a fini la lecture. Une lecture, c'est peut-être pas toujours suffisant. On dit beaucoup, beaucoup de choses dans le document 2. Donc, dans le document 2, si voilà, tout n'était pas clair, là, je suis allé un petit peu vite. Ce que je t'invite à faire, c'est de le relire et de le relire pour que les choses viennent petit à petit. Maintenant, ce qui est pas mal à faire, et ce qu'il faut faire dans tous les cas, c'est mettre chaque document dans une partie ou dans un paragraphe, genre faire premier paragraphe document 1, deuxième paragraphe document 2, etc. Maintenant, il faut voir quel lien on peut faire avec tout ça. Le document 3, tout simplement, on donne des exemples de fragmentation de la chaîne des valeurs. Donc, bon, on peut potentiellement aller le lier au document 1 qui est ici. Mais en tout cas, le document 1 qui nous parle de ces gains de productivité, des investissements à l'étranger, de... Qu'est-ce qu'on avait d'autre du cas du Vietnam, etc. Ça, on peut aller faire le lien directement avec le document 2. C'est-à-dire que si je prends la première phrase, par exemple, l'augmentation des chaînes de valeur et le résultat de décisions prises par des entreprises, ça permet de lancer l'idée que la fragmentation, la chaîne de valeur, c'est une décision finale qui est prise par les entreprises. Les entreprises qui, effectivement, là on repart sur le document 1, fragmentent leur chaîne de valeur. Par exemple, CF document 1, en 2010, blablabla. Ok, c'est-à-dire qu'en 2010, si on veut faire une lecture, par exemple, tac, si je remonte à 2010, j'en arrive ici. Non, c'est pas ce que je voulais faire.
là, environ, on est sur du, allez, on va dire 51. 51, c'est assez intéressant pour le coup, parce que ça supposerait que plus de la moitié de la valeur ajoutée d'un produit est fabriquée à l'étranger, puis réexportée d'ailleurs, hein, parce on parle d'échanges internationaux, hein. Donc, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qu'on pourrait voir, mais en faisant une deuxième lecture, hein, on se rend compte de choses qu'on n'a peut-être pas dit au début, c'est qu'à partir de, juste avant la crise financière ici, on a passé le cap des 50%. Donc ça veut dire que la globalisation, dont on parlait là dans le document, ici, dans le document 3, la globalisation, euh, a été tellement importante qu'au début des années 2000, 2010, plus de la moitié de la valeur d'un produit est produit, alors du coup ça fait un peu une répétition, mais bon, ça, on n'y peut rien pour le coup, ou est fabriqué, à l'étranger, d'accord, par de la sous-traitance ou autre, puis réexporté par les entreprises en question. Donc voilà un peu comment on peut faire le lien entre le document 1 et le document 2. Maintenant, l'idée, ça va être de prendre un petit peu toutes ces informations-là. Alors, j'essaie d'aller vite. Pour le coup, je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais l'idée, c'est que tu as 2 heures pour faire le C3, donc tu as 1 heure pour faire ton plan bien correctement. Donc, prends une demi-heure, 45 minutes pour bien analyser les docs, et ensuite, allez, un quart d'heure, 20 minutes, on va dire, pour le plan avant de passer à la rédaction. Il faut vraiment se prendre 1 heure pour la rédaction, c'est-à-dire 45 minutes pour vraiment rédiger et 15 minutes pour se relire ensuite. Alors là, si on refait un petit peu le point, et notamment sur le document 2 qui nous dit beaucoup de choses, il y a les 2 premières lignes qui voilà, nous laissent penser que c'est les entreprises qui sont l'acteur principal de la fragmentation de la chaîne des valeurs. Donc, pourquoi pas, par exemple, faire un grand 1 sur le rôle des FTN, par exemple. Le rôle des FTN qui est de réduire ses coûts de production et de faire des économies d'échelle. Mais comment elle le fait? Eh bien, elle le fait grâce, et si on repasse à notre cours maintenant pour faire le lien avec nos connaissances, eh bien, grâce à l'avantage comparatif dont on parlait dans le document 3. Donc ici, on pourrait mettre à la limite l'avantage comparatif. Moi, ce que je te conseille ensuite, c'est que une fois que tu as mis ton titre, alors moi, mon petit conseil que je peux te donner, ce que je fais, mais bon, il n'y a pas qu'un plan de possible et qu'une méthode pour faire un plan, c'est essayer de faire un titre qui ne soit pas une phrase et qui n'ait pas de verbe conjugué. Alors, c'est peut-être pas facile au début, mais en s'entraînant, on se rend compte qu'ensuite, on arrive à faire des titres vraiment concis, clairs et qui s'enchaînent bien les uns les autres. Donc là, si on parle de l'avantage comparatif, donc là, on va pouvoir faire le lien avec le cours, évidemment. Mais aussi, l'idée, ce serait, ce que je te conseille, c'est à la fin de tes titres, de mettre les documents que tu vas utiliser. Ben là, on va utiliser principalement le doc 2, principalement. À voir à la limite si tu veux utiliser le document 1 et rajouter une valeur chiffrée avec. Ensuite, dans une deuxième partie, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tac. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est plutôt là. Hop. On avait l'idée, des facteurs de production. On avait les dotations factorielles. À la limite, les dotations factorielles dont on a parlé, ça pourrait aller rentrer ici, dans les dotations, dans la première partie. C'est-à-dire, on reprendra un petit peu les théories économiques qu'on a étudiées, notamment de Ricardo, qui nous permet d'expliquer pourquoi les FTN se spécialisent et dans quel objectif. Maintenant, dans le grand 2, une fois qu'on a dit ça, on a vu qu'il y avait un certain nombre de stratégies quand même pour faire diminuer les coûts de production. On a parlé d'externalisation, on a parlé d'internalisation et de fragmentation de la chaîne de valeur. Donc, à la limite, on pourrait se faire une partie sur les stratégies de ces entreprises-là. Les stratégies, hop, d'entreprise. Tac. Alors, à voir qu'est-ce que tu voudrais mettre dans les stratégies d'entreprise. Externalisation, internalisation, fragmentation de la chaîne de valeur. À la limite, il faudrait voir si on peut pas découper un peu cette partie-là, parce qu'il faudrait parler de compétitivité, parce que tout ça va dans le sens de plus de compétitivité. Donc, vision internationale du travail, la stabilité politique aussi. Alors, ça peut rentrer pour le coup, dans les stratégies d'entreprise.
localisation des cas de productivité. Ah oui, il y avait le commerce intra-branche dont on parlait tout à l'heure. Alors, je relis juste le sujet. Vous montrez que la chaîne de valeur s'est internationalisée. Donc, elle s'est internationalisée pour pouvoir profiter d'avantages comparatifs selon des dotations factorielles, dans le sens de mettre en place des stratégies d'entreprise pour être plus compétitif. Alors, c'est là où on va parler de compétitivité. Tac, compétitivité. Même avant ça, tac, de productivité, d'accord? C'est-à-dire que si on diminue nos coûts de production, on est plus productif. Si on est plus productif, on est plus compétitif. Et dans une troisième partie, alors j'ai oublié ce que je voulais mettre. Oui, alors sur le... Ben, sur la non. Non, sur le commerce intra-branche, à la limite. Tac. Sur le commerce intra-branche. Tac, tac, tac. Ok, alors j'ai juste pris 5 minutes histoire de réfléchir à 2-3 trucs, histoire de refaire un petit plan. Alors, ce qu'on peut faire du coup, c'est parler donc, du rôle des firmes transnationales avec les avantages comparatifs, dotation factorielle qui nous amènent du coup à internationaliser notre chaîne de valeur. Ensuite, on va se baser vraiment sur cette internationalisation de la chaîne de valeur en disant qu'on va essayer de produire en fonction d'avantages qu'on va attendre de ces délocalisations par exemple. Et donc, dans ces avantages-là, on va parler de pays comme le Vietnam, par exemple, qui sont ouverts à l'OMC, forcément, de pays qui permettent des investissements directs à l'étranger, de main-d'œuvre abondante. Tac, 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 qu'est-ce qu'il y a les facteurs de production, les entreprises qui payent moins de fiscalité et de la stabilité politique. C'est-à-dire tout ça, c'est des éléments qui rentrent en compte et qui font que des entreprises prennent leur décision de délocaliser. Donc ça ira plutôt dans ce qu'on va appeler des stratégies d'entreprise. J'ai changé un petit peu le titre. Et là, voilà. Dans le 2, c'est juste se dire, OK, comment on va faire et pourquoi on va produire à l'étranger. D'accord? C'est pour une valeur. Et un grand 3, à la limite, qu'on pourrait faire sur les stratégies, sur ces stratégies-là qu'on a parlé dans le grand 2, c'est-à-dire on va essayer de délocaliser là où on va payer moins de taxes, par exemple, qu'on va combiner à des décisions d'externalisation et d'internalisation dont je parlais tout à l'heure. Okay, donc voilà, ça pourrait être un plan par exemple en 3 parties. Alors je suis allé assez vite, j'ai pris même pas une demi-heure au final. Donc en creusant, peut-être qu'on pourrait l'améliorer. Hein, c'est pas un plan parfait, il n'y en a pas qu'un possible. Maintenant, ce qu'on pourrait rajouter aussi, qui rentrerait en compte et qui n'est pas dans le sujet et qu'on pourrait garder en ouverture, on peut très bien dire, il y a un truc qu'on n'a pas pris en compte quand même. On peut très bien dire, en finissant notre C3, en disant que le sujet n'est pas complet dans le sens où on ne parle pas du rôle de l'innovation là-dedans. Parce que pour pouvoir se différencier, être productif, d'être compétitif, il faut pouvoir investir en recherche et développement. Donc ça pourrait rentrer en ouverture. Donc voilà, maintenant qu'on a ces 3 parties, pour ce qui est de la rédaction, donc introduction, 3 paragraphes toujours, alinéa où on commence à définir le terme de sujet, on lance le sujet, on revient à la ligne, alinéa, problématique, on revient à la ligne, alinéa, annonce du plan, on saute 1 ou 2 lignes, alinéa, on lance notre première partie en mettant un connecteur logique du genre premièrement, et en fait en une phrase, il faut qu'il y ait l'argument. Il faut que ce soit une phrase. Dans l'AEI, un argument, ça va faire une phrase. C'est-à-dire pour le premier, par exemple, les firmes transnationales jouent un rôle prépondéral, omniprésent, comme vous voulez, très important dans le commerce international et la fragmentation de la chaîne de valeur, par exemple. Point. Comme ça, on sait ce que tu vas dire dans ton paragraphe. Ensuite, une fois que tu as fait cette phrase-là, tu pars tout de suite du document. En effet, d'après le document 1, blablabla. C'est-à-dire que par exemple, ce qu'on peut prendre là, c'est la première phrase du document 2. Voilà, jusqu'ici, jusqu'à entreprise ici, par exemple. Ou même jusqu'à la fin de la phrase, hein, peu importe. En mettant bien le numéro de ligne. Et ensuite, on interprète le i d'interprétation pour essayer d'aller un petit peu plus loin, d'accord? Alors là, j'ai donné juste une citation, ce ne serait pas suffisant. On est d'accord pour faire une partie. Mais l'idée, c'est d'enchaîner les citations et à chaque fois qu'on met une citation, on interprète derrière. D'accord? C'est-à-dire que dans AEI, il peut y avoir plusieurs EI. D'accord? Mais il y a un argument par paragraphe. Ensuite, dans le deuxième paragraphe, même principe, hein, on va revenir à la ligne, alinéa, de plus,
Dans une phrase, encore une fois, on met notre argument, il faut qu'il soit clair en une phrase. Pareil pour le 3. Et la conclusion, c'est pareil, hein, classique, hein, alinéa. On essaie de résumer chaque paragraphe en une phrase et d'ouvrir sur une chose qui pourrait compléter notre sujet. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésite pas si tu as des commentaires, j'espère que tu auras regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis n'hésite pas si tu as des questions.